Bonjour et toujours bienvenue sur la mécanique universelle. Nous sommes toujours jeudi 16 mars 2023 et je continue mes pérégrinations à l'intérieur de ce monument d'intelligence de René Jean Dupuy, L'humanité dans l'imaginaire des nations, écrit en 1991, enfin publié à cette date-là. Alors c'est l'aventure de l'humanité dans la conscience, du concept d'humanité dans la conscience humaine. Voilà, c'est comme ça que je résumerai la chose. Avec tout ce qu'il y a autour, la réflexion sur la nation, sur l'époque où les nations se faisaient la guerre, voilà, les valeurs nationales, comment elles sont dépassées progressivement, etc. Et donc, lui, il est témoin, quand il écrit cet ouvrage, René Jean Dupuy, il est témoin de la chute du communisme, donc de la fin de cet antagonisme entre le capitalisme et le communisme qui durait depuis 100 ans. Euh, Il est témoin de la guerre en Yougoslavie qui fait exploser le lien commun autour d'un groupement plus vaste, donc qui ramène les petites communautés à leurs principes ethniques ou religieux ou, voilà, ou géographiques. Euh, et tout ça soulève pour lui beaucoup d'intérêt en somme. Voilà, et moi ça me permet de vraiment préciser le travail que je développe, que j'ai développé dans les années 2000 environ sur Internet, à l'espace sur le site mécaniqueuniverselle.net et qui essaie de démontrer de façon rationnelle que l'humanité, depuis qu'elle s'est distinguée depuis qu'elle s'est séparée des primates naturels, évolue progressivement et sans le savoir vers son ultime perfection, ou vers sa perfection, on pourrait dire. Bon, voilà, je, je, je vous renvoie à la lecture de la théorie, pourquoi je dis ultime perfection et non pas perfection tout court. Donc, évolue vers son ultime perfection, la paix universelle, un fonctionnement universel au sein des organismes universels que nous avons découverts, que nous avons imaginés au XXe siècle. ONU, UNESCO, OMS, OMC, OIT, etc. Euh, et donc, et avec point d'orgue, l'accession à l'extase, à la béatitude, au nirvana, à l'éveil, à la sagesse, peu importe comment on appelle, au bonheur suprême, au souverain bien, peu importe comment on appelle cet état, à l'ataraxie, un état en fait de zénitude, de bonheur, quoi, de sagesse et de bonheur et de paix, de tranquillité, qui va avec un monde qui a réussi à vaincre ces démons qui font que nous sommes encore aujourd'hui en état de guerre ou en état voilà, de pouvoir haïr notre voisin, voilà, haïr la différence, où on stimule encore toutes ces valeurs-là au sein de l'humanité. Ça veut dire qu'il faut encore qu'elles soient stimulées. Il faut encore que, parce que rien ne se fait au hasard. Si c'est ça qui s'impose, c'est que il faut passer par cette époque-là. C'est que notre conscience n'est pas encore assez, n'a pas encore atteint le niveau suffisant pour pouvoir être respectueux d'autrui et avoir fait tomber tous ces antagonismes, cette évolution par antagonisme. Bon, bref, voilà, on, on est en route vers cette perfection, vers cette fin de l'évolution par antagonisme et vers l'amour du prochain, en somme. Voilà. Euh, alors, si vous trouvez que, il faut que je le signale à chaque fois, si vous pensez que ce travail
mérite un peu de visibilité, eh bien, voilà, le fait de mettre des avis, des pouces, etc., j'aime pas, fait que ça fait évoluer les choses. Le fait de se, comment on dit, donc, de s'abonner à la chaîne fait la même chose. Et puis, vous pouvez envoyer l'adresse de la chaîne à vos amis. Voilà. Alors, donc, j'en suis arrivé là. L'illusion juridique, le mythe de la paix par le droit. Alors, n'oublions pas qu'il a été écrit dans les années 90. Un petit peu de thé. Alors, rêver. Alors, je découvre en même temps que je lis. Je lis, je découvre et éventuellement, je mets mon grain de sel là-dessus. Rêver à la paix des codes, c'est nourrir la vision mythique d'une paix normative. La majesté des textes législatifs entraînerait par elle-même la fin de l'anarchie et y substituerait un ordre de valeurs opposable au sujet de droit. Ainsi dessinée, cette imagerie suscite les ricanements du réaliste, convaincu que la paix procède du gendarme et non d'un droit dont les normes flottent comme des idéaux impassibles et indifférents, impuissants par eux-mêmes à empêcher la violence internationale. Alors, qu'il faudrait un gendarme, ça c'est le point de vue, et peut-être qu'il est réaliste actuellement. C'est ce que pensent, par exemple, c'est ce qu'ont pensé les États-Unis à la chute du communisme. Ils se sont institués comme les gendarmes de l'humanité. Et on voit qu'au fond, c'était certainement important que ça se passe comme ça, mais maintenant, on voit que cette position du gendarme international est contestée par les pays émergents, par la Chine, par la Russie, par les BRICS, etc., par l'Afrique même, des parties de l'Afrique, etc., par l'Amérique latine. Donc il y a quelque chose de changé dans la vision du monde. Nous sommes passés à une autre échelle. Et pourquoi ce gendarme du monde n'a pas pu, pourquoi les États-Unis n'ont pas pu continuer, n'ont pas pu vraiment continuer sans être contestés de façon incontestable à être les gendarmes du monde, eh bien c'est peut-être aussi par leur comportement abusif. Voilà. Si on est le gendarme du monde, il faut être il faut en avoir les moyens philosophiques, en somme. Et donc, ça s'est quand même fait à travers la violence, et la violence, c'est l'échec, à chaque fois. On peut le constater avec l'Afghanistan, etc. Chaque fois qu'il y a violence, bien sûr, on peut arriver à, à démanteler un système, à le rendre inoffensif. Mais en réalité, on s'est fabriqué aussi des ennemis. C'est pas voilà ce qui la guerre en Irak, bien sûr qu'elle a mis le chaos et fait qu'on se retrouve avec une force qui n'est plus une force en fait, et qui était peut-être pas une force déjà à l'origine, mais bon, voilà, qui était considérée comme telle. Mais en réalité, on se retrouve, le chaos n'est pas la bonne solution. Et là, l'humanité, à mon sens, a pris conscience que ça ne fonctionne pas comme ça. On peut pas, de toute manière, il ne peut pas y avoir un monde à plusieurs vitesses. Si on va vers l'unité, ça peut être qu'un monde à la même vitesse, donc un monde d'entraide, un monde de fraternité, et non pas un monde qui laisserait à la porte des esclaves,
des peuples qu'on va piller, etc. Puis un système qui profite de la vie tranquillement et voilà, en s'affirmant aux dépens des autres. C'est impossible. On est arrivé à un point où ça, c'est terminé ce mécanisme-là. Et c'est pourquoi les États-Unis, en tant que toute puissance, est contesté de façon assez intense. Voilà. Alors, euh, et d'invoquer à titre antithétique le modèle de l'État fondateur de la paix nationale grâce à son monopole de la violence légitime. Voilà. Et au sein de l'État, c'est exactement ce qui s'est fait avec les États-Unis. Ils se sont installés comme les gendarmes du monde avec le monopole de la violence légitime. Et c'est pourquoi aujourd'hui c'est totalement contesté. On voit que ils se sont conduits avec une brutalité extrême qu'ils reprochent actuellement à la guerre, qu'ils reprochent aux Russes par exemple, dans la guerre ukrainienne. Ils se sont comportés de la même manière en Irak avec dans ces guerres-là. Donc c'est plus possible, on ne peut pas entendre. En fait, c'est la lumière s'est posée sur l'humanité. Maintenant, on est conscient de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, et donc on n'est plus leurré par ce mécanisme-là. Alors, voilà, et d'où le fait d'être contesté sur cette force. Et je pense que cette contestation, non seulement c'est l'ensemble des pays l'ont, mais l'ONU là envers les États-Unis, l'ONU là, les organismes, les partenaires des États-Unis sont aussi conscients de cet état d'injustice en somme, qui ne peut plus perdurer. Alors, cette opposition relève, elle aussi, d'une autre démarche mythique. Les forces de l'ordre s'avèrent en effet impuissantes à restaurer la paix dès lors qu'ont disparu les facteurs de cohésion sociale qui soutenaient le vouloir vivre ensemble. Et là, on se rend compte que nous sommes là-dedans, au niveau national. Voilà. La violence, bien sûr qu'elle elles parviennent à maintenir la paix par la violence. Les forces de l'ordre, par exemple, vis-à-vis de de la, de la souffrance qui pousse les êtres humains en Occident à se révolter contre le système. Mais on sent à quel point c'est fragile, à quel point il faut mettre une violence extrême et à quel point euh, cette violence engendre des choses extrêmement négatives. D'abord, elle fabrique des violents qui vont exprimer leur violence, hein, quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, même s'ils sont du côté des forces de l'ordre ou du côté de quel côté qu'il soit. La violence, c'est quand le goût de la violence est quelque chose qui qui est un problème dans une société. Donc, voilà, il n'y a pas de, c'est pas la solution. Évidemment, on peut maintenir un système, un pays sous la coupe d'un régime policier extrêmement sévère et violent. On le sait, hein, ça peut se tenir. On peut arriver au seuil de la dictature, où la dictature, c'est bien simple. La violence policière, elle empêche toute contestation et elle arrive à neutraliser, par la peur qu'elle engendre, à neutraliser toute contestation. Mais la contestation est profonde, elle est là, et quoi qu'il arrive, c'est le jour où elle doit s'exprimer, c'est juste une cocotte minute en ébullition, quoi. Donc voilà. Euh, cette objection ne décourage pas les tenants du
dictato-nationalisme, pas plus qu'elle n'affecte les certitudes de ceux qui mettent leur confiance dans une organisation super-étatique capable d'imposer la paix grâce au pouvoir de contrainte que ces organes exerceraient sur les États. L'ONU, par exemple, voilà, ceux qui mettent leur confiance en l'ONU, au fait d'arriver à une sorte de paix universelle, parce que sans violence, sans rien du tout. Alors, à mon avis, c'est clair que c'est pour ça que, à mon sens, il n'y a que le temps qui peut amener l'humanité à la paix universelle. Elle arrivera, cette paix universelle, mais il n'y a pas de violence possible. On ne pourrait pas, évidemment, un système dictatorial, si les États-Unis, par exemple, admettons les États-Unis, les Chinois et les Russes, ou les États-Unis et les BRICS, décident d'imposer la paix par la violence sur la planète, par l'autorité, en étant des gendarmes autoritaires et autocratiques, ils y parviendraient puisqu'ils disposent de toute la force, la puissance, etc. Mais ça serait, c'est une évolution contre nature en fait. Il faut que la conscience humaine évolue en même temps, qu'elle soit apte à accepter la paix universelle, c'est-à-dire à avoir fait tomber les jalousies, tout un tas de pathologies que nous avons encore. Et donc ces pathologies, elles tombent progressivement par l'évolution de la société. Donc nous réussirons la paix universelle s'imposera, mais à son rythme, comme l'évolution de l'humanité. Elle a son rythme et ça se fera à son rythme. C'est pourquoi on peut imaginer que cette paix universelle mettra encore quelques siècles avant d'aboutir. Voilà, c'est bien probable. Même si on aurait envie et on pense que psychologiquement, nous sommes déjà aptes pour la plupart des êtres humains. Sur les 8 milliards que nous sommes, il est vraisemblable que 7 milliards 900 millions sont aptes à la paix universelle. Hein. Voilà, c'est les 1% de dominants, au fond, qui ont une autre vision que celle de leur peuple, parce qu'ils n'ont pas une vision ils ont une vision narcissique de l'humanité, non pas une vision démocratique. Alors, le mythe de la paix par le droit n'a pas toujours travaillé l'espoir des hommes. Voilà. Durant des siècles, quels que fussent les attraits de la paix, la discorde a été tenue pour l'état normal des rapports entre souverains. Bien sûr, c'était ça. Et la guerre, c'était quelque chose qui était... les hommes partaient à la guerre de façon presque joyeuse. Hein. Il y avait quelque chose comme ça pendant longtemps. Moi, je me souviens d'avoir parlé avec mon père, justement, qui était né dans les années 20. Il me disait que quand il avait 10 ans, 15 ans, 20 ans, il était fasciné par le militaire, par les conquêtes, par voilà, ces choses-là. Il y avait quelque chose qui était d'ailleurs entretenu sans doute par le système, hein, par la publicité, quoi. Pardon. Alors ça, c'est très intéressant. C'est pourquoi cet ouvrage est vraiment super intéressant. Durant des siècles, quels que fussent les attraits de la paix, la discorde a été tenue pour l'état normal des rapports entre souverains. Pour Héraclite, Polémos est le père de toutes choses. Socrate, dans la République de Platon, ne peut affirmer que la guerre est toujours un mal. On ne trouve guère à Rome de projet de paix perpétuelle, sinon celui de la Pax Romana. Mais c'est la Pax Romana, c'est le gendarme universel états-unien, hein, c'est tout. Hein. C'est la même chose, répandu sur le monde par un impérialisme irrésistible. La Bible fait sa place à la guerre. On y découvre
la double nature de l'homme, à la fois Caïn et Abel. Oui, exactement, même si la finalité des grandes religions, c'est la paix universelle. Dans, dans les religions, les trois religions monothéistes, euh, parlent de cette paix universelle future, au fond. Au paradis, tout était en amitié entre les êtres et Dieu. Et selon ma théorie, le paradis, c'est pas d'où nous venons, même si c'était une forme de paradis, la nature. Mais c'est pas d'où nous venons, c'est où nous allons. Nous allons vers ce paradis-là. Voilà, avant le péché ou nous allons vers cet état-là. Mais en venant d'un paradis naturel, mais qui était soumis à ses pulsions. Dans l'évolution, l'évolution de l'humanité, c'est la perte de nos pulsions abusives, de la pulsion qui fait que chez nos primates, chez nos cousins primates naturels, il y a l'agressivité, le désir de domination, la subordination, la thésaurisation des privilèges, la prédation, l'agressivité, la guerre, la pseudo-petite guerre que les chimpanzés vont se livrer entre clans, etc. Il y a tout ça qui empêche le bonheur absolu qui empêche le paradis en somme. Ils sont dans un état de paradis, dans un état qui pourrait s'apparenter au paradis, mais ils sont soumis aux caprices du climat, ils sont soumis à tout un tas de choses dans l'existence qui les empêchent d'atteindre cet état d'extase vers laquelle nous allons, cet état paradisiaque que nous sommes en train de construire. Au paradis, tout était en amitié entre les êtres et Dieu. L'alliance rompue, l'état de nature a supplanté l'état de grâce. L'écart que nous vivons entre l'alliance originelle et la violence présente pourra-t-il être compté un jour? Oui, alors c'est-à-dire l'écart que nous vivons entre l'alliance entre Dieu, mais non, bien sûr qu'on y va. Cet écart, il sera compté, il sera rétréci et il sera éliminé. On sera en fusion avec le principe créateur, avec le divin. On l'incarnera en fait, on incarnera l'amour absolu qu'il est de nature. La paix est promesse du Christ. Alors, René Jean Dupuy était chrétien à mon sens, et donc on retrouve cette vision-là plutôt centrée vers cette communauté, alors que il est important de voir ça à l'échelle de la planète, c'est-à-dire de tenir compte du même travail de l'autre côté avec le bouddhisme, l'hindouisme, etc., le zen, qui sont de l'autre côté. L'écart que nous vivons entre l'alliance originelle et la violence pourra-t-il être compté un jour? La paix est promesse du Christ. Je vous donne ma paix. Mais les hommes impatients veulent la paix de la terre. Jésus l'a aussi annoncé aux hommes de bonne volonté. L'homme du droit n'est-il pas des leurs? Bien sûr que c'est ce que préconisait le christianisme, évidemment. C'était ce que cherchait à atteindre le christianisme dans ses premières, dans son origine. Et au fond, c'est ce que tous les hommes cherchent à atteindre, hein, et même les USA, les États-Unis, en essayant de s'imposer en tant que gendarmes du monde, avaient les mêmes valeurs spirituelles. Mais c'était sans doute valable pour l'Empire du Mali, comme pour les Égyptiens, comme pour les Hébreux, comme pour les Hittites, comme pour les Perses, comme pour les Romains, comme pour les Chinois, comme pour l'Empire chinois, comme pour l'Empire des, des, des Maharajas, etc., etc. Au fond, c'est ça qui motive la puissance. Après, vient par-dessus les pulsions, le désir de domination, qui est bien souvent lié à la peur d'être dominé. En fait, on domine pour éviter
dominés par peur d'être dominés, en somme. Certes, les pères de l'Église n'allèrent pas jusqu'à bannir la guerre des rapports permis, mais la théologie de la guerre juste, en légalisant certains types de recours à la force, tendait du même coup à écarter ceux qui ne répondent pas aux critères requis par la justice. Les grands ancêtres de Grotius à Vatel, en passant par Burlamaqui, n'avaient pas pris leur parti de l'état de violence. Ils s'efforçaient de ne pas aggraver le fossé entre la guerre et la paix. L'une devait être conduite pour parvenir à l'autre. Estimant inaccessible la paix perpétuelle, ils trouvaient plus réaliste une légalisation de la guerre, ayant pour objet de l'empêcher d'aller jusqu'aux extrêmes et de faciliter la substitution des procédures du règlement pacifique au jugement prononcé par les armes. C'est ça qui est vraiment... On sent qu'il y a une bienveillance sous-jacente dans l'évolution de l'humanité. Elle est là. On est construit avec ça. En fait, notre criminalité, elle est... On en est victime. C'est pas quelque chose qu'on voudrait faire. C'est vraiment... Au fond, l'homme, n'importe lequel, s'il pouvait s'empêcher d'être un criminel, celui qui, sur la mécanique universelle, je parle d'un exemple qui pourrait être celui-là. Certains n'atteignent pas leurs sentiments. Pour jouir un peu des choses, il faut qu'ils arrivent à torturer quelqu'un, par exemple. C'est une horreur. Psychologiquement, il y a c'est une pathologie hallucinante. Et donc, ils vont trouver des sensations là où le 99% des êtres humains vont être horrifiés de se conduire comme ça. Donc, ils ne pourraient pas le faire. Et il y a 1% d'êtres humains qui ont cette pathologie-là. Et si ces êtres humains disposaient d'une machine qui leur procurait ce plaisir sans être obligés de torturer, le même plaisir, les mêmes sensations, ils prendraient vraisemblablement ça. Il n'y a pas de méchanceté fondamentale dans l'être humain. C'est terrible, c'est tragique, c'est horrible et il faut qu'on se libère de ces pathologies, bien entendu. Mais il y a quelque chose de fondamentalement bon chez l'être humain. Alors, on retrouve chez Kant ce souci. Il faut que pendant la guerre même, il reste quelque confiance en l'intelligence politique de l'ennemi, sans quoi l'on ne pourrait d'ailleurs conclure aucune paix et les hostilités dégénéreraient en une guerre d'extermination. Exactement. Et on voit dans la guerre, je la suis de près, cette guerre-là actuellement, entre les Russes et les Ukrainiens via l'OTAN. Et on voit qu'il s'installe progressivement du respect avec l'épuisement. Au début, il y a une haine qui est là, de la bravage, de l'orgueil, des choses comme ça. Et progressivement, il y a le respect de l'ennemi. On sait qu'il souffre autant que soi. Et on sait qu'il lui faut autant de courage qu'à soi en tant que guerrier. Le guerrier, il sait que le guerrier en face, il est... voilà. Donc, il y a quelque chose qui finit par s'imposer, même dans la pire des violences, quoi, des choses. Donc le fond de l'âme humaine est bon, et c'est parce qu'on le pousse à aller dans cela, dans la guerre, dans la violence, etc. Mais tout ça sera dépassé, l'humanité dépassera toutes ces pathologies. C'est-à-dire une guerre où la destruction atteindrait les deux parties à la fois et en même temps se ferait destruction de tout droit, ne laisserait s'établir la paix perpétuelle que dans le grand cimetière de l'espèce humaine. Et on est peut-être devant une horreur pareille, parce que si les deux forces en présence, ONU, Russie ou ONU, je ne sais pas si c'est les BRICS qui vont se mettre face à l'ONU, mais si elles sont dans quelque chose qui ne peut pas s'arrêter, ben,
ça va jusqu'à l'extermination. Alors, l'humanité sort toujours de ça, mais c'est ce qui s'est passé en 14-18. Ils sont restés à deux tranchées ensemble, ils ont maintenu les hommes pendant 4 ans dans un état d'horreur absolue, quoi. Et pour finir par qu'il y ait une capitulation et un système de paix qui va s'imposer. Et comme il s'impose de la mauvaise manière, eh ben, il engendre une guerre encore plus meurtrière 5 ans ou 6 ans après, quoi, 10 ans après. Cette analyse qui, depuis 1945, a pris valeur de prophétie, est de celle qui pousse à l'appel au droit. Or, l'avènement de l'atome s'est produit dans un monde du non-droit. Plus que jamais, on éprouve le besoin d'énoncer une règle, prohibitive bien sûr, une norme qui prononcerait l'adieu au nucléaire, signant l'adieu aux armes. C'est là encore une autre aspiration qui ne se confond pas avec la foi au droit pour assurer la paix. Pour celui qui l'éprouve, le désarmement ne sera que la conséquence de la règle d'interdiction de la guerre. Et voilà, on voit à quel point tout ça est fragile. À la sortie de la guerre 14, du rideau de fer, lorsque, lorsque le capitalisme a vaincu le communisme, il était question plus ou moins de désarmement. Voilà, l'idée était posée sur la table. On pouvait imaginer aller vers un monde paisible. Et on voit à quel point les comportements mutuels ont conduit à revenir à ramener l'armement, à ramener le nucléaire, alors qu'il y avait tout un... On voulait s'échapper de ce risque inouï-là. Et donc, voilà, le monde est extrêmement cyclique. Voilà, il y a des régressions qui sont toujours présentes pour faire évoluer les choses. Bon, voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine, mes chers amis.